Bonjour à tous, vous regardez Smart Job, votre rendez-vous emploi RH et management sur Be Smart for Change. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on s'intéresse au choc émotionnel, au burn-out réactionnel avec l'avocate en droit du travail, Émilie Mérigen. Elle va nous expliquer comment réagir quand on est manager, quand on est DRH ou quand on est dirigeant. Puisque oui, l'entreprise, même si ce sont des accidents psychiques et non physiques, l'entreprise est responsable. Dans le cercle RH, une question: peut-on être coaché par une IA? Question subsidiaire, comment peut-elle le faire? Je vais poser la question à Boris Alani, qui est le VP France chez CoachHub. En face de lui, Anne de Solage, qui est la présidente du chapter France de ICF, la Fédération internationale de coaching. Ils vont donc m'expliquer comment l'IA peut éventuellement intervenir dans un processus de coaching et si elle peut peut-être un jour remplacer l'humain. Et vous verrez, la question, elle n'est pas encore totalement tranchée. Dans Fenêtre sur l'emploi, focus sur les métiers des mathématiques. Il y a eu une grande consultation lancée par le CNRS Mathématiques. On va en parler avec Élise Jeanvresse, elle est directrice scientifique adjointe à l'INSMI, qui est justement l'autre nom du CNRS Mathématiques. Elle sera donc avec moi en fin d'émission. Mais tout de suite, on se met bien dans son job. Bien dans son job pour parler de choc émotionnel, de burn-out réactionnel. En fait, on va parler de maladies professionnelles et d'accidents du travail qui ne sont pas physiques mais bien psychiques. Et on va le voir avec Émilie Mérigen, avocate en droit social. L'entreprise a beaucoup à faire sur ces sujets. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes un visage familier de la chaîne, on vous a souvent pour des décryptages juridiques. Et là aujourd'hui, en fait, on s'intéresse à un sujet qui est récent, même si ça fait presque 25 ans déjà que c'est dans la loi à l'échelle française, à l'échelle internationale, plus depuis 2019, je crois, la reconnaissance par l'OMS. Déjà, on va faire simple. Les accidents de travail et les maladies professionnelles psychiques, c'est quoi ? Alors, c'est avant tout des accidents du travail et des maladies professionnelles au sens général du terme, c'est-à-dire des affections qui sont en lien avec le travail. Pour les accidents, il faut un élément soudain, un lien avec le travail évidemment, et puis une pathologie constatée par un médecin. Et pour une maladie, ça doit résulter d'une exposition à un risque dans l'entreprise ou à des conditions de travail. Dans le cadre du travail, donc. Quand il s'agit d'AT-MP, c'est comme ça qu'on les appelle en abréviation, psychique, c'est par exemple une dépression réactionnelle à un harcèlement moral, par exemple, ou un management malveillant. Ça peut être un choc qui est lié à un entretien managérial au cours duquel un salarié s'est fait un petit peu bousculer exactement, et ça va déclencher un accident. Un traumatisme. Exactement. Voilà. Et on peut imaginer très facilement que quand c'est un accident, alors c'est terrible de dire ça, mais quand c'est un accident physique ou une maladie avec une conséquence physique très claire, c'est entre guillemets assez facile à constater, à gérer et facile de réagir. Là, pour le coup, quand c'est un accident ou une maladie psychique, il y a une grande question, c'est est-ce que l'employé, le salarié est vraiment malade ou vraiment en difficulté? Alors vous avez raison Nicolas, et en réalité il y a même deux questions. Il y a la question de est-ce qu'il est vraiment malade? Alors ça relève davantage du médecin évidemment, et je ne suis pas là pour dire que les médecins ne font pas bien leur travail, mais il est clair qu'on peut tout à fait dire à un médecin qu'on ne dort pas la nuit, qu'on a mal au ventre, et c'est extrêmement difficile à objectiver. Et avoir un médecin conciliant ou pas. Exactement. Et puis c'est très difficile à objectiver, clairement, et compte tenu des risques psychiques, parfois certains évoquent des idées suicidaires, les médecins ont sans doute raison de ne pas prendre de risques. Donc ça c'est la première question, est-ce qu'il y a véritablement une maladie ou un choc? Et la deuxième question c'est est-ce que c'est en lien avec le travail? Et est-ce que l'entreprise donc est responsable? Exactement. Et ça, c'est extrêmement difficile à caractériser, même en considérant que la souffrance est réelle. Est-ce qu'on peut être certain, de manière objective et factuelle, que c'est en lien avec le travail? Parce que les grandes situations, entre guillemets, qui pourraient provoquer ça, ce seraient des situations de harcèlement. Ça peut être déterminé via une enquête interne. C'est des sujets qu'on a déjà traités dans l'émission. Mais dans des cas, peut-être, où c'est une situation qui est hors sphère professionnelle, qui a des conséquences sur la sphère professionnelle, là, ça devient plus compliqué de savoir si l'employeur est en tort ou pas.
C'est très difficile parce qu'on est vraiment dans le vécu subjectif du collaborateur et dans sa manière de réagir à une situation. Et si on faisait des tests en double aveugle, il est très probable que 2 collaborateurs placés dans une situation identique ne réagiraient pas pareil. L'un peut se considérer malade suite à cela et l'autre pas. Si on prend un exemple très caricatural, je suis manager, je recadre un salarié parce qu'il ne fait pas bien son travail, je porte ce jour-là un pull violet, le collaborateur sort, fait un malaise, il va chez le médecin qui déclare un accident de travail comme un choc réactionnel à ce fameux entretien managérial. Il est clair qu'il a entendu des choses désagréables puisque je lui ai dit qu'il ne faisait pas bien son travail. Mais ce que je ne sais pas en tant qu'employeur, c'est que quand il était petit, sa mère lui a annoncé que son père était mort et elle portait un pull violet. Il est depuis traumatisé par le violet. C'est une information inaccessible à l'employeur et qui n'a pas le droit d'y accéder d'ailleurs. Exactement. Et pour autant, dans ce cas totalement inventé, a un impact fort sur le lien de causalité. La souffrance est réelle chez le salarié. Exactement. Et donc là, la grande question à 1 million d'euros, c'est qu'est-ce que peut faire l'entreprise, sachant que le risque pour elle, lui, est bien réel. C'est-à-dire que si la personne est vraiment malade ou si elle est simplement reconnue malade, l'entreprise peut être sanctionnée. Le risque est réel. Depuis 2002, il est écrit dans la loi que l'employeur doit s'assurer de la santé et de la sécurité physique, mais mentale également, c'est la nouveauté de 2002, de ses salariés. Donc oui, le risque est réel. On ne peut pas tout couvrir parce qu'encore une fois, on est dans du subjectif. En revanche, il est évident que plus on met en place des démarches de prévention, que ce soit de la sensibilisation, la formation des managers est essentielle. Aider les managers à comprendre les salariés qu'ils encadrent, à détecter les signaux faibles, à réaliser quand un salarié est en situation de difficulté et à lui donner des outils pour y réagir, tout ça est essentiel. Et naturellement, quand une situation de souffrance est déclarée, la prendre en compte, c'est indispensable. Avec sérieux. Vous évoquiez tout à l'heure les enquêtes. Quand un harcèlement, par exemple, est signalé, il est indispensable de mettre en place une réaction rapide. Et donc, en gros, le grand conseil, c'est on n'en fait jamais assez en termes de prévention, en fait. Vaut mieux en faire un peu trop en termes de prévention que pas assez sur le coup. Vous avez tout à fait raison. Et une décision toute récente du 9 avril de la Cour de cassation l'illustre, puisque une salariée qui avait été harcelé avec un harcèlement reconnu, avait recherché la responsabilité de son employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Donc on parle bien de cela en termes de santé mentale. Et la Cour de cassation a considéré qu'il n'y avait pas de faute de l'employeur parce que, à réception de ce signalement, même si le harcèlement était avéré, il avait mis en place tout un tas de démarches, accompagnement RH, suivi renforcé avec la médecine du travail, etc. Il avait fait le maximum qu'il pouvait faire. Et dans ce cas-là, sa responsabilité n'a pas été retenue. Merci beaucoup, Émilie Meridjen, avocate en droit social, pour cet éclairage fort intéressant. Je pense que si on est manager, DRH ou patron, c'est bien d'écouter ce sujet parce que je pense que beaucoup ne sont pas encore armés pour faire face à tout ça. On change radicalement de sujet dans le cercle RH. On va s'intéresser à l'IA. L'IA à des fins de coaching. Est-ce qu'on peut être coaché par une IA ou est-ce que l'humain a encore beaucoup de choses à apprendre à DeepSeek ou ChatGPT? C'est l'objet du cercle RH après le jingle. Le cercle RH pour parler coaching et pour parler IA, avec une grande question, est-ce que l'on peut être coaché par une intelligence artificielle? Question subsidiaire, comment peut-elle le faire? Je vais poser la question à 2 spécialistes du coaching et de l'IA. Boris Alanik, bonjour. Bonjour. VP France, c'est comme ça la manière la plus simple de vous présenter, VP France pour CoachHub. Parce que c'est une zone plus large. Oui, c'est effectivement dont la France. Et donc CoachHub, c'est une entreprise qui propose des solutions digitales de coaching, si on résume à l'essentiel. Effectivement, on a digitalisé le coaching, initialement en réunissant une communauté de coachs à travers le monde, tous certifiés. Il y en a 3500 dans le monde et on les a réunis dans une plateforme. Et aujourd'hui, effectivement, on lance l'IA. Et Anne de Solage, bonjour. Je crois que c'est la première fois qu'on vous a sur le plateau de Smart Job. Donc présidente Chapter France de l'ICF, donc c'est la Fédération internationale de coaching. Et j'ai noté aussi que vous êtes cofondatrice du cabinet de coaching Magellan Transition. Tout à fait. Ça, c'est une entreprise de combien de personnes? Là, on est 2 associés et puis on emploie aussi des coachs. Vous faites travailler des indépendants. D'accord. On va peut-être commencer avec vous, Boris, puisque vous avez lancé en février une IA à des fins de coaching. Donc, c'est Amy, je crois, le nom. Ça peut apporter quoi, une IA, au monde merveilleux du coaching?
Ça apporte une chose simple, c'est comment on va toujours plus loin dans la volonté de démocratiser le coaching. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a digitalisé le coaching il y a 7 ans avec CoachHub en réunissant cette communauté qu'on met à disposition partout dans le monde. L'IA, c'est comment on va beaucoup plus loin en se disant à tous les niveaux hiérarchiques, à toutes les échelles dans les organisations, comment on touche les 80% de population qui n'auraient jamais été coachés parce que restrictions budgétaires. Parce que ça reste un service entre guillemets pour des privilégiés. Et peut-être une question complémentaire pour vous. L'IA, j'imagine qu'elle intervient à une étape particulière du processus de coaching. Elle n'est pas là du tout début à la toute fin. En fait, c'est à quel moment que l'humain peut céder la place, au moins partiellement, à l'IA pour prendre le relais sur certains aspects. J'imagine que Amy, par exemple, avant de l'utiliser, de mettre un salarié en face, il y a quand même un coach humain qui va faire une petite préparation avant. Alors, pas systématiquement. Effectivement, on a 2 manières d'embarquer de l'IA aujourd'hui chez CoachHub. Il y a de l'IA qui vient, on va dire, en complément d'un coaching humain classique, et notamment pour pousser du contenu et enrichir le parcours de coaching humain. Mais aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire, comme je l'ai dit, c'est aller plus loin et donner un coaching 100% IA pour des personnes qui n'auraient jamais pu goûter à cette pratique. Ouais, l'idée, c'est que si on n'y avait pas accès, au moins on a une petite partie des possibilités du coaching pour un plus grand nombre. Si on résume vraiment au maximum. C'est très bien résumé, effectivement. C'est des cas simples de coaching, plutôt situationnels, de mise en situation, mais qui sont déjà une bonne manière d'approcher la matière. On va faire un petit peu de contrepoint avec vous, Anne, même si je sais que vous n'êtes pas forcément anti-IA, au contraire, mais qu'est-ce que l'humain, le coach humain, a que l'IA n'aura a priori jamais, ou en tout cas pas avant un bon moment? Oui, pas avant un bon moment. En fait, effectivement, je pense que l'IA, aujourd'hui, les progrès sont quand même absolument très rapides. Par contre, l'IA ne va pas jamais être en relation humaine avec nous. Donc, du coup, cet espace de relation, de présence, de profondeur relationnelle, elle est réservée au coach. Et donc, la grande différence entre le coaching IA ou le coaching humain, c'est que le coach IA va être un très bon compagnon de conversation, de réflexion, quand le coach humain va être plutôt un partenaire de transformation. Et d'introspection. Je rejoins ce que dit Boris, c'est qu'effectivement, sur des sujets un peu plus complexes, le coach humain va apporter quand même quelque chose de très différent. Là, par exemple, aujourd'hui, votre IA, Amy, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire très concrètement et en fait, sur quel point un humain va devoir venir prendre le relais éventuellement? Alors, comme le disait Anne, il y a un sujet, c'est qu'en fait, une IA ne peut pas lire les émotions. Alors, et c'est pas que technologiquement, c'est pas possible, parce que ça serait possible, mais il y a un European Act pour l'IA qui fait que c'est interdit. Donc, l'IA ne lit pas entre les lignes. Donc, si jamais quelqu'un dit « oui, ça va très bien, mais… » Passif-agressif, voilà, ou sous-entendu. L'IA ne pourra pas, justement, voir que, attention, il y a potentiellement une situation à risque. Et là, oui, justement, ce qu'on en parlait un petit peu avant cette émission, c'est que l'IA à des fins de coaching, c'est pas forcément à mettre en face de n'importe qui, et notamment des gens qui seraient, comme on en parlait dans Bien dans son job, en situation de problématique mentale, psychologique. Ou en tous les cas de souffrance. Ouais. En fait, on accompagne quand même beaucoup en coaching des collaborateurs qui peuvent être en souffrance dans leur métier. Et effectivement, à ce moment-là, s'il y a des signes qui dépassent la sphère du coaching, des signes psychologiques qui nous dépassent, effectivement, on va quand même proposer aux coachés de se tourner vers des professionnels compétents. Et c'est plus facile pour nous de suivre, déjà de lui proposer des noms et ensuite de suivre le fait qu'il ait pris acte et qu'il est allé voir ces professionnels-là. Alors que l'IA, effectivement, ne fera rien. On peut fermer son ordinateur et puis remettre à plus tard. Et puis là, les problématiques qu'on peut avoir avec l'IA aujourd'hui, c'est le manque parfois d'exhaustivité. Enfin, pas d'exhaustivité, à contrario, c'est que l'IA n'est pas assez synthétique. Par exemple, si je dis, si l'IA détecte une problématique mentale, elle va peut-être recommander des experts, mais elle va nous faire un catalogue complet, quand l'humain aura peut-être plus tendance à cibler sur une personne de confiance. C'est peut-être ça la grande différence? Alors, ça dépend de quelle IA on parle, déjà. Je peux vous parler de celle qu'on a mis au point. Amy, elle a été particulièrement entraînée pour déjà faire des réponses empathiques dans des situations identifiées à risque. Et ensuite, effectivement, faire des réponses qui sont malgré tout synthétiques et pas catalogues, en disant rapprochez-vous de votre professionnel RH, rapprochez-vous potentiellement de votre famille ou d'amis. Parce que si l'IA ne peut pas lire les émotions, en revanche, elle est attentive à des choses qui sont verbalisées. Donc, si quelqu'un dit j'ai les idées noires, je me pose des questions, là, en revanche, Amy va pouvoir intervenir. Et ça veut dire quoi, une réponse empathique de la part d'une IA?
C'est une bonne question. Ça va être déjà le fait de rassurer, de dire que ce sont des situations, mais comme vous le feriez avec un ami ou avec quelqu'un au boulot que vous sentiriez mal. Ça va être, écoutez, je comprends que vous faites face à une situation difficile. C'est extrêmement bien d'arriver déjà à le verbaliser. Et dans ces situations-là, ce que nous vous recommandons, c'est de vous entourer effectivement de professionnels, d'en parler à votre référent RH, etc. C'est ça une réponse empathique. Et donc, Amy, elle a été spécifiquement entraînée pour avoir des postures de coach. Là, dans ce que moi j'entends, c'est que l'IA, c'est plus un assistant presque du coach humain qui va faire quoi? Qui nous permet de faire des exercices, de faire des schémas de conversation particuliers. Je crois qu'en amont de l'émission, vous me parlez de préparation de jeux de rôle, entre guillemets, mais donc ça veut dire que l'IA, c'est plutôt pour des actions pratiques, en fait, Pas forcément, on peut avoir aussi en amont un travail de préparation du sujet du coaching, ça peut être intéressant. Ensuite, ce sujet étant élagué, d'arriver avec le coach et de travailler sur ça. Et puis, entre les sessions, effectivement, le coach IA peut vraiment venir soutenir le plan d'action, comment il l'a mis en place. Exactement. Et puis, reprendre les sessions. Et puis, même quand le travail avec le coach humain est terminé, l'IA peut aussi poursuivre pendant quelques semaines ou mois, si nécessaire. Jusqu'où on peut aller avec une IA en termes de coaching? Et là, en fait, ma question, c'est pas tant avec ce qu'on a aujourd'hui, mais plutôt avec ce qu'on pourrait avoir dans, je sais pas, plusieurs décennies, puisque vous me disiez, l'IA remplacera pas l'humain tout de suite. Ça veut dire que plus ou moins l'IA pourrait peut-être un jour aller très loin. Partons un peu sur la littérature, le cycle des robots d'Isaac Asimov, son personnage Daniel, c'est un peu le robot parfait. Ça, en fait, en termes de possibilités techniques, est-ce qu'un jour on peut arriver à une IA qui soit aussi subtile et aussi empathique, pour le coup, que le personnage d'Isaac Asimov? Si vous avez lu le livre. Alors, j'ai pas lu le livre. On va trop loin sur le plan technologique, j'imagine. En réalité, je pense que technologiquement, en réalité, c'est que c'est sûrement déjà possible. Après, c'est déontologiquement, éthiquement parlant, est-ce qu'on a envie d'aller par là? Quelles vont être les contraintes réglementaires auxquelles on va être confronté? Mais je pense que technologiquement, en fait, encore une fois, en l'espace de 2 ans, on a vu la rupture technologique et la vague massive qu'on se prend. Je pense que sans parler de décennies, déjà dans 2 ou 5 ans, on va être confronté à des situations totalement inédites. Ça fait presque peur de le dire comme ça, que technologiquement, c'est possible. Oui, mais c'est surtout inquiétant parce qu'en fait, moi, là où ça m'inquiète, c'est le niveau de dépendance qu'on va avoir et qu'on entretient. En fait, nous, en tant que coach, on favorise l'autonomie de nos clients. Au bout de 6 mois, 7 mois, l'idée, c'est quand même qu'il n'a plus besoin de coach. Il n'a plus besoin de coach, c'est vraiment... Et là, on a bien travaillé quand il n'a plus besoin de nous. Si à chaque fois qu'on a une problématique, on se tourne vers notre coach IA qui nous fait réfléchir et qu'on n'est plus en capacité de le faire tout seul, on se dit comment est-ce qu'on va développer notre résilience? D'ailleurs, c'est les grandes critiques à l'égard de l'IA, et surtout, c'est plus une critique à l'égard des utilisateurs. C'est le fait de trop s'appuyer sur l'IA fait qu'on perd en créativité, en esprit d'initiative. C'est donc de l'anti-coaching, j'ai envie de dire, trop d'IA dans le coaching tue le coaching. Trop de coaching IA pourrait tuer le coaching IA, effectivement. Et je pense que ce que je vois aussi, c'est que les clients aujourd'hui nous demandent de plus en plus de présentiel. Parce qu'ils se sont rendus compte des limites. C'est-à-dire qu'il y a une recherche de relation et que nos clients aujourd'hui recherchent cette relation et que l'IA, malgré tout, on est très seul. En fait, c'est ça qui est aussi surprenant, c'est quand vous êtes coaché avec l'IA, vous êtes très seul en face d'une machine. Quand vous avez un sujet qui est assez lourd et assez problématique, vous êtes content d'avoir un humain en face de vous, je pense. Ce qui est à la fois... alors, ça fait aussi partie des usages aujourd'hui. Donc, en fait, il faut se faire technologiquement à la manière dont l'IA s'intègre dans les vies. Donc, ça évolue. Et c'est bien, c'est pas bien, mais c'est aussi une réalité à laquelle on est confronté. Mais ce qu'on se disait hors antenne, c'est aussi qu'un des points positifs, c'est que dans la mesure où on sait analyser à peu près ce qui se fait pendant les sessions, même si on ne garde pas la data, on sait qu'un des usages principaux, c'est notamment préparer des conversations avec des humains. Donc, en fait... C'est là aussi qu'on voit l'intérêt de la technologie pour servir et améliorer finalement en continu des discussions que je peux avoir avec mon manager ou avec quelqu'un qui fait partie de mon équipe. Donc voilà. Il y a effectivement un moment où il faut arrêter la dépendance et progresser, mais la simulation de jeu de rôle est toujours une bonne occasion. Ouais, et surtout bien savoir pourquoi on l'utilise. En fait, par exemple, j'imagine que dans les gens coachés, donc il y a le mot transition dans votre cabinet, donc des gens peut-être qui sont entre 2 postes, souvent des postes à responsabilité, j'imagine, donc avec beaucoup d'entretiens d'embauche pour des postes importants. Et donc là, pour le coup, l'IA
peut être intéressante pour simuler, si on lui donne un scénario, là, elle peut faire le job quasiment parfaitement. J'ai même vu des coachs, j'ai lu un article sur des coachs qui utilisent la réalité virtuelle pour simuler ce genre de choses. Donc, il va même un peu plus loin que l'intelligence artificielle. Avec tout un contexte autour. Tout un contexte qu'on va analyser ensuite avec le coach pour ces situations-là. Une autre question d'ordre éthique, parce que là, l'aspect juridique, c'était pour mettre des garde-fous d'ordre éthique. Il y a l'aspect environnemental. C'est le coût environnemental, la dépendance ou la dépense énergétique pour démocratiser le coaching grâce à l'IA. Si on démocratise le coaching, qu'on l'adresse à des millions de salariés, l'impact environnemental, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à le chiffrer? Là, je vois qu'Anne se tourne vers Boris. Elle lui jette la patate chaude. Je vais récupérer la patate chaude et je n'ai pas forcément énormément de data. Ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, le coaching, sans se défausser complètement, mais représentera toujours une portion archi-minimaliste de ce que sera la dépense IA dans le futur. Ça restera à 0, ça sera des chiffres après la virgule. Voilà. Après, ça ne nous enlève pas la responsabilité de le faire. Et on s'est forcément posé la question au moment de le lancer. Ce qu'on dit toujours, c'est le moteur explosion, le moteur essence, il a quand même fallu... on peut résister, on peut temporiser, on peut se dire qu'il ne faut pas y aller. Quoi qu'il arrive, en fait, il y aura d'autres qui vont le faire. Donc nous, on a décidé de le faire. Et en plus, dans le plus haut respect des standards de coaching internationaux, parce que c'était important pour nous de vouloir donner une forme positive à cette forme d'évolution de l'industrie. D'ailleurs, je vais me faire un peu... c'est ce que fait la Fédération internationale de coaching. Elle a rassemblé un groupe de coachs expérimentés et de programmeurs pour pouvoir vraiment définir des standards et des normes qui soient en conformité avec nos standards chez ICF, pour pouvoir développer une IA qui soit effectivement qualitative. Exactement. J'allais me faire l'avocat de l'IA, mais si on rapporte le coût environnemental au nombre de personnes coachées, l'IA peut à la limite faire gagner en termes de coûts, parce que finalement, le coach humain qui va s'adresser à une personne, il doit se déplacer, il doit mettre en place des ressources, que l'IA, peut-être que finalement, si on fait le calcul différemment, elle nous fait gagner des choses. Boris refuse de prendre la perte. Je refuse pas, je suis juste pas spécialiste de ce genre de coûts, j'aurais peur de dire une bêtise, mais sûrement qu'effectivement il y a des gains d'un autre côté. Et après il y a aussi ce qu'on fait, nous par exemple en tant qu'entreprise, on est soumis à des forts engagements sur la RSE, ce qui fait que par exemple à chaque fois qu'on a une session de coaching qui arrive, on plante un arbre. Donc en fait l'idée c'est quand même d'être carbone neutral, donc on a aussi en parallèle ces engagements-là. Donc on fait à l'échelle de ce qu'on peut faire en tant qu'entreprise de 400 salariés dans le monde, mais en tout cas c'est une problématique qui est importante à nos yeux. Le temps passe très vite. Je vais vous poser la dernière question. Anne, l'IA coach parfaite, ça ressemblerait à quoi? L'IA coach le parfait coach via intelligence artificielle. Moi, j'ai mentionné le personnage d'Isaac Asimov, le robot Daniel. Vous pensez à quoi? Moi, je pense à un compagnon d'un coach humain. Je pense à une complémentarité intelligente entre un coach humain et un coach IA. C'est vraiment quelqu'un qui va venir servir. Oui, exactement. Il va aider le coach et on va lui déléguer ce qui nous semble délégable et on va garder ce qui nous semble essentiel. Et donc, si on répondait à la question de départ, c'est qu'on ne peut pas forcément être coaché par une IA, mais une IA peut participer à notre session de coaching. Ça marche bien. Et là, elle est très forte. Alors moi, je pense qu'on peut être coaché par une IA. Mais je pense qu'encore une fois, il y a un avenir pour les deux, sûrement dans une approche très hybride d'ailleurs dans le futur. Mais la vérité, c'est que... Et donc, si on dit hybride, c'est qu'il y a toujours un peu d'humain. On espère qu'il y aura toujours un peu d'humain. En tout cas, c'est notre volonté forte et la mission qu'on a chez Coach à Bois. Merci beaucoup. Anne de Solage, donc, présidente Chapter France ICF, donc Fédération internationale de coaching, donc une grande association de coachs à l'échelle mondiale. Boris Alanik, donc moi je vais dire VP France, c'est beaucoup plus simple pour Coach Hub, mais votre région couverte est bien sûr beaucoup plus large. Je crois que c'est toute l'Europe du Sud. L'Europe du Sud, l'Amérique latine, l'Asie, c'est un peu un grand écart géographique. Pour la France, vous êtes le référent. Merci beaucoup pour ce débat passionnant. À mon avis, on y reviendra parce que l'IA va encore faire des siennes. Le coaching sera encore là dans 10 ans. On va s'intéresser d'ailleurs à un sujet qui est peut-être un peu lié, puisque les mathématiques, on a besoin de bons mathématiciens pour développer une bonne IA. Et donc, on va s'intéresser dans Fenêtre sur l'emploi au métier des mathématiques avec Élise Jeanvresse. Elle est directrice scientifique adjointe à l'INSMI. Elle est avec moi après le jingle.
Connaît-on assez les métiers des mathématiques, leurs débouchés, leurs applications, leurs salaires aussi, parce qu'on va le voir, c'est parfois de très bons salaires. Et surtout, est-ce que les jeunes filles ont assez conscience de pouvoir accéder à ces métiers autant que les garçons? On va parler de ces sujets avec Élise Jambrès, elle est directrice scientifique adjointe à l'INSMI. Bonjour. Bonjour. Autre nom de l'INSMI, c'est le CNRS mathématiques en fait, c'est une branche. Tout à fait, c'est la partie maths du CNRS. Et donc, on vous a fait venir ici parce qu'il y a eu une grande consultation. Je crois que ça a été lancé en janvier. Ça a été lancé le 10 mars pour la semaine des maths. Le 10 mars, et vous avez les résultats, la rétrocession des résultats, c'est à l'automne, c'est ça? Ce sera à l'automne. C'est-à-dire que la partie en ligne, questionnaire en ligne est finie, mais en fait, on n'a pas fini parce qu'on a aussi des panels qui se réunissent pour réfléchir plus profondément à certains sujets. Et plus de 30 000 participants, je crois, ont répondu. Oui, 33, 34 000. Et c'était quoi l'objectif de cette grande consultation à l'origine? Alors, en fait, il y a 2 ans, la communauté mathématique s'était déjà réunie pour les assises des maths, qui avaient été lancées par le CNRS aussi, par l'INSMI. Mais finalement, on avait fait un bilan de la discipline avec le monde académique, la communauté au sens large, les mathématiciens aussi qui travaillent en entreprise, certains politiques, mais on n'avait pas interrogé le citoyen et la citoyenne sur son rapport aux maths, sur l'utilisation qu'il ou elle en font au quotidien. Et donc là, on voulait un peu connaître les perceptions, les émotions autour des maths. Et d'ailleurs, là, dans les différents documents que vous préparez, sur lesquels vous communiquez, c'est que les gens n'ont peut-être pas assez conscience de tous les métiers, en fait, débouchés. Et je regardais dans tous les secteurs, dans la santé, dans l'environnement, dans l'innovation, en fait, il y a besoin de matheux, en fait, et de matheuses. Tout à fait, parce que les maths sont plus vues comme une discipline scolaire, et parfois, les gens n'ont pas conscience de l'utilité. Ils s'en aperçoivent que plus tard. Que c'est utile sur le monde du travail. Voilà, que ça peut être utile plus tard. Et puis, ils cherchent... Ils cherchent en fait des métiers qui vont bien les payer, qui vont pouvoir faire assez vite avec un poste stable. Et ils ne se rendent pas compte que les maths peuvent leur apporter. Ce que je voyais par exemple, architecture, on recherche des gens très bons en maths. Et l'architecture, c'est une carrière fantastique, j'imagine. Oui, et dans tous les domaines, en fait, parce qu'on se dit que les maths servent juste pour les maths, pour l'enseignement, pour la recherche, mais même en recherche, en fait, on peut très bien faire de la recherche interdisciplinaire. Donc, on peut, si on s'intéresse à la santé, on peut très bien faire des maths appliquées à la santé, des maths appliquées à la finance, à l'assurance. C'est un enjeu national presque, puisqu'en termes d'innovation, par exemple, on parlait d'IA tout à l'heure, mais les gens qui vont développer une IA, par exemple, comme Mistral, il y a dans les équipes des gens, il y a des mathématiciens de très haut niveau, j'imagine. Il y a des maths dans l'IA. Et en fait, avec l'essor des big data, il y a de plus en plus besoin de gens qui ont des compétences poussées en maths. Et comment vous expliquez qu'aujourd'hui, il y a si peu de personnes qui se rendent compte de leur futur professionnel potentiel via les maths, sachant qu'on cherche des jobs avec du sens, avec un impact notamment sur la transition environnementale. Et je regardais par exemple les métiers de l'environnement, les métiers de la transition écologique. Pareil, on est dans des secteurs où les profils experts en mathématiques sont les bienvenus et très bien payés dès le début de carrière. En fait, dès qu'il y a beaucoup de données à analyser, de données à comprendre, il y a des maths. Il y a des maths aussi, même pour... Alors, c'est souvent des maths couplées avec de l'informatique. Mais pareil, en fait, pour faire marcher l'ordinateur, on a l'impression qu'il y a besoin juste d'un ordinateur puissant. Mais en fait, non, il faut des mathématiciens pour... oui, aussi pour faire des algorithmes judicieux, pour accélérer l'algorithme, vérifier qu'il fait bien ce qu'on lui dit qu'il doit faire. Ou par exemple, la création d'un jeu vidéo. On en parlait sur cette antenne dans une autre émission. Il manque de femmes notamment. Et parce que notamment, c'est tous les profils scientifiques, techniques, technologiques. Peu de femmes y vont notamment parce qu'on n'imagine pas tous ces débouchés. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'elles n'imaginent pas tous ces débouchés, mais en tout cas, oui, on manque de femmes. Dans les écoles d'ingénieurs, je crois qu'il y a moins de 30% de femmes. En doctorat en mathématiques, c'est pareil. Il y a moins de... on est plutôt à 20-30% aussi. Donc les femmes sont les bienvenues, mais je ne sais pas si c'est la société qui les censure. Souvent on dit que c'est à l'éducation, c'est même directement en famille où les messages passés ne sont pas forcément très... oui, ça commence très tôt en fait. C'est pas, disons que c'est un peu tard de s'en inquiéter à l'entrée de l'école d'ingénieur ou en doctorat. C'est vraiment dès le collège, lycée, je pense qu'il faut... Le CNRS mathématiques, l'INSMI, a des actions justement pour sensibiliser les filles, pour les amener vers ces carrières mathématiques? Oui, alors il y a plein d'enseignants-chercheurs et de chercheurs ou chercheuses en mathématiques qui ont des actions au niveau du collège et du lycée, et puis certaines actions qui sont non mixtes même, pour réunir les filles ou les élèves filles, leur montrer ce que c'est que la recherche en maths, mais ce que c'est aussi que les applications des maths. Et puis
je suis pas forcément pour tout faire que des actions non mixtes, Oui, mais ponctuellement, on voit que ça change un peu les choses. Pour réinfléchir un peu. Et puis aussi pour leur montrer des mathématiciennes ou des ingénieurs femmes. Des rôles modèles. Voilà, des rôles modèles, parce que finalement, on n'en voit pas tant que ça. Merci beaucoup, Élise Jambrès. Donc, je le rappelle, directrice scientifique adjointe à l'INSMI, donc le CNRS mathématiques. Et donc, les métiers des mathématiques, c'est des métiers d'avenir. Cette émission est terminée. Je remercie Xavier qui était à la réalisation. Je remercie Thibaut qui était au son, Juliette en régie et qui me parlait dans l'oreillette, et Pauline Gratel qui a fait l'accueil invité. Le taulier Arnaud Ardouin sera là la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Continuez de nous regarder en replay et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous.